Comment digitaliser la vente de produits de qualité ? Disons que moi je t'invite en tout cas, et toutes les personnes qui nous écoutent, à toujours se poser la question de où est ma concurrence, où est-ce qu'ils diffusent majoritairement. Et si tu vois qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont tous au même endroit, j'ai envie de te dire fuis, parce que ça veut dire que ça coûte très cher. Premièrement, il faut avoir une marque de confiance. La deuxième chose, il faut essayer au maximum de montrer en quoi le digital va être un atout. Et puis le troisième point, c'est il faut évidemment que l'expérience digitale elle soit hyper bonne, hyper forte. Salut Éléonore, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Écoute, je suis ravie d'être avec toi. Merci d'avoir accepté, comme les quelques premières personnes avec qui je suis en train de discuter, de passer aussi en visio. Donc si jamais vous êtes sur le podcast, c'est très bien, mais sachez que maintenant ces épisodes sont dispo sur YouTube et ça c'est quand même la grande classe. Donc merci à toi Éléonore. Avec plaisir, merci Pauline de me recevoir sur ce podcast. Si ça te dérange pas, je veux bien que tu commences par te présenter et puis ensuite après que tu me dises tout simplement qu'est-ce qui t'amène sur le podcast, quelle est ta question pour moi. Alors je m'appelle Éléonore, j'ai 25 ans et il y a un an j'ai cofondé Cousu avec mon associé Léon. Donc maintenant ça fait, après une période de 1 an de recherche et développement, ça fait 1 mois qu'on a lancé donc notre activité. Donc Cousu c'est une application qui est une marketplace dédiée aux vêtements éco-responsables à laquelle on a ajouté un réseau social. Donc l'objectif de Cousu c'est que les utilisateurs se postent en photo en identifiant la référence des vêtements présents sur notre marketplace. D'accord, donc en fait c'est presque un système d'affiliation que vous allez créer. C'est ça, sauf qu'en fait c'est pas une affiliation à proprement parler parce qu'en fait il n'y a pas de lien de redirection. Donc en fait on est branché en direct au stock des marques grâce à un lien API en fait qui nous permet d'avoir en direct leur prix, leur stock. Et donc dès qu'un utilisateur se poste en photo en identifiant la référence du vêtement, c'est nous qui allons, si ils réussissent à influencer une vente, c'est nous qui allons les rémunérer. Voilà. Ok, hyper intéressant. Super, écoute, bravo déjà d'avoir lancé ça depuis 1 an. Merci. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui sur cette leçon ? Alors, ce qui m'amène sur cette leçon, c'est qu'en fait, je me suis dit qu'on avait probablement une problématique commune. Nous, notre but, c'est d'essayer de faire en sorte de proposer un outil qui permette de consommer moins mais mieux, de manière un peu plus intuitive, avec une application qui reprend les codes des réseaux sociaux. Et en fait, ma question, c'est comment digitaliser la vente de produits de qualité ? C'est-à-dire qu'on serait tenté de penser qu'en consommant moins mais mieux, les consommateurs auraient envie de voir, d'essayer, de toucher les produits. Mais en fait, la vente d'objets en ligne, que ce soit du luxe ou juste des objets qu'on consomme plus rarement, elle fonctionne très bien, notamment avec des applications comme Farfetch. Mais toi aussi, tu nous as montré que c'était possible avec ton site de vente Gemio. Et bon, après, je sais que tu fonctionnes aussi avec des boutiques, mais d'après ce que j'ai compris, Gemio, au départ, c'était surtout de la digitalisation, de la vente en ligne de joaillerie, en fait. Et pour moi, la joaillerie, ça fait partie de l'objet qu'on consomme vraiment rarement. Enfin, à part, j'imagine, certaines personnes qui consomment peut-être plus de bijoux, qui sont peut-être une exception. Mais pour la plupart des personnes, une pièce de joaillerie, je pense que c'est quelque chose qu'on consomme plus rarement. Et voilà, je pense qu'on a un point commun avec la vente de vêtements éco-responsables, c'est qu'on demande aux gens d'en consommer moins, mais de consommer mieux. Et comment faire en sorte de digitaliser au mieux cette vente, en fait. Écoute, c'est pas une réponse évidente. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, avec Gemio, donc, on est sur un prix, on va dire une gamme de prix avec nos produits les moins chers sont autour de 1 000 €. C'est normal, c'est de la joaillerie. Donc, c'est des matériaux précieux qui coûtent cher. 1 000 €, on va dire, sur les prix les plus bas. Et puis, ensuite, ça monte à 25 000, 30 000 €. On a bien sûr des produits intermédiaires, des pièces de joaillerie, tu vois, à 2 000, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €. On va dire que notre cœur de gamme, c'est entre 2 000 et 15 000 €, tu vois. Mais effectivement, c'est pas facile parce que dès que ça coûte cher, dès que c'est des biens précieux, les gens ont envie de se rassurer et c'est normal en voyant, en touchant, en se disant ça va pas être une arnaque. Donc je dirais qu'il y a 2 choses qu'il faut travailler en majorité pour aider à digitaliser ces biens qui sont des biens
pas facile, je pense, à vendre sur le digital. Premièrement, il faut avoir une marque de confiance. Alors ça, malheureusement, j'ai envie de te dire, Eleonore, ça prend un peu de temps. Et malheureusement, c'est la partie qui va être la plus longue et la plus fastidieuse pour toi. Mais nous, par exemple, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire des efforts pour être dans la presse. C'est pour ça qu'on a eu cette stratégie de presse dès le début, qu'on a voulu aussi faire de l'achat média dans le métro, tu sais, avec ce fameux chat rose, parce que du coup, ça ancrait la marque dans la vraie vie, d'une certaine manière. Et donc, c'était rassurant. Le fait que je sois, entre guillemets, une figure publique, tu vois, que les gens se disent c'est une vraie personne, c'est pas genre une arnaqueuse, tu vois, qui vend ses produits de Kaamelott, je pense que ça rassure. Donc premièrement, il y a une stratégie de réassurance qui doit être très forte, et cette stratégie, je pense qu'elle est indispensable pour vous aussi, c'est-à-dire que si vous arrivez à créer de la confiance autour de votre marque et de vos produits, déjà, ça va beaucoup faciliter les choses. Parce que tu sais comme moi que des arnaques, il y en a plein sur le web. Il y a 150 000 marques qui se créent tous les jours, tu vois, sur les réseaux sociaux, qui sont des marques purement Instagram. Est-ce qu'il y a vraiment des gens derrière? Est-ce que c'est complètement made in China alors qu'il te dit que c'est fabriqué en France localement et tout? C'est pas si facile. Et donc, c'est tous ces petits éléments de réassurance qui peuvent t'aider. Comment est-ce qu'on fait pour se faire rassurer? Il faut avoir idéalement des figures d'autorité qui parlent de toi en disant que c'est bien. Donc, tu vois, si t'as des experts, si t'as des influenceurs reconnus, si t'as des gens en fait qui ont entre guillemets pignon sur rue et qui disent votre marque c'est une marque de confiance, ça aide. Et puis après il y a des choses comme nous je te l'ai dit, la presse, le fait d'être physiquement visible, c'est un peu rassurant. Donc ça, franchement, première stratégie, la réassurance. Mais malheureusement, je te le dis entre toi à moi et toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que c'est un truc qui met un peu de temps parce que c'est pas parce qu'on a fait une campagne d'affichage dans le métro, tu vois, que ça a marché. C'est dans le temps, au bout d'un moment. Je pense que maintenant les gens ils se posent même plus vraiment la question pour Gemio. Ils se disent pas, ils n'achètent pas Gemio, pas, comment dire, je reformule. Les gens n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas confiance, Gemio. Je pense que la confiance, elle est là. Ils peuvent ne pas acheter pour d'autres raisons. C'est pas le produit qui leur plaît, etc. Mais au moins, on a réussi, si tu veux, en 10 ans, à aller au-delà, si tu veux, de cette peur-là. Mais au tout début de Gemio, je me rappelle, et pendant au moins les 5-6 premières années, ça a pris du temps, le premier frein, c'était les gens ne nous connaissaient pas, et donc il y avait ce frein. Il y avait ce frein, si tu veux, mais est-ce que c'est un vrai truc sérieux, quoi. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, il faut essayer au maximum de montrer en quoi le digital va être un atout, et je trouve donner des raisons de comprendre pourquoi le digital est là, pas juste que ça soit une plaie si tu veux ou un problème à contourner, mais que t'expliques en quoi le digital peut être utile à la vente. Et donc nous, dans notre cas, le digital permet déjà de communiquer sur beaucoup plus de monde, pas uniquement par exemple des Parisiens, tu vois, si on avait uniquement une boutique à Paris. Donc en fait, on a déjà eu des commandes qui ont été faites, je sais pas, en Antarctique et tout, enfin des trucs de dingue. Ça, c'est le premier point. On a réussi aussi, ce qui est quand même assez cool quand tu penses. Ouais, on a déjà fait l'Antarctique, je peux te dire, ça a été une sacrée affaire. J'ai fait une livraison, vraiment. Écoute, c'était un scientifique qui était basé en scientifique, et fun story, il voulait faire sa demande en mariage avec une autre scientifique qui était aussi basée en scientifique. Et alors, ce que j'ai appris, du coup, parce que on a quand même été assez loin dans le truc, puisqu'on lui a effectivement expédié le bijou, c'est qu'il y a des bateaux qui partent de la Réunion une fois par trimestre pour aller faire des livraisons en Antarctique, et donc il fallait pas qu'on rate le coche, si tu veux, il fallait absolument que le bijou, il soit livré à la Réunion dans les temps pour qu'ensuite, lui, il puisse avoir son paquebot, quoi, qui lui livrait son fret, quoi. Donc ça, il se trouve que ça s'est bien passé, on a notre petite photo et tout, avec les deux Esquimaux qui se font des bisous, donc c'est assez canon. Mais tout ça pour dire que, tu vois, le digital, dans ce cas-là, en fait, il va servir parce qu'il va servir à des gens qui n'auraient pas accès à tes produits. Il va aussi servir, dans notre cas, à autre chose, c'est que nous, ça nous permet d'utiliser le digital comme une plateforme où on va montrer plein de produits, mais sans emporter le stock, puisque la plupart des produits Gemio, en fait, c'est des bijoux avec des photos situées avec toutes les différentes pierres, mais on les fabrique uniquement à la commande. Et donc ça, c'est hyper utile parce que c'est ça qui nous permet de proposer un rapport qualité-prix aussi raisonnable, si tu veux, des prix qui sont aussi justes. Si on devait avoir tout le stock dans toutes nos boutiques, ça serait strictement impossible. Donc ça, tu vois, c'est des raisonnements intellectuellement qui sont compréhensibles et qui permettent de justifier l'intérêt du digital, et donc ça aide aussi, si tu veux, le consommateur à se projeter sur le digital. Et puis le troisième point, c'est il faut évidemment que l'expérience UX digitale, elle soit hyper bonne, hyper forte. Et donc tu vois, nous dans notre cas, on s'embête à avoir vachement de photos, de vidéos, pour que d'une certaine manière t'aies presque l'impression de toucher le bijou. Moi je dis tout le temps à mes équipes, en fait, notre site, il est là pour que les personnes qui viennent, ils sont déjà chez nous. C'est comme s'ils étaient dans la boutique. Donc maintenant, il faut qu'ils aient l'impression de pouvoir toucher le bijou, de le voir sous toutes ses coutures, quasiment de pouvoir, tu vois, le palper. Et donc, on donne énormément d'infos. Donc, je dirais que c'est le troisième point. Ça peut t'aider, en fait, comme
un moyen de donner beaucoup d'infos. Et donc, je pense que si tu arrives mais c'est 3 piliers importants et pas faciles à mettre en place, hein, mais ces 3 piliers-là, normalement, t'aideront à aller beaucoup plus loin que d'autres marques sur le digital. Et nous, je te dis, on vend 50% en digital sur les prix que je t'ai donnés. Dis-toi que dans le secteur de la joaillerie classique, des quartiers et compagnie, ils sont à 1 ou 2%. Donc, ça n'a rien à voir. Juste parce que, donc, la réassurance, ils l'ont, ils n'ont pas de problème. Mais l'expérience et le fait qu'il y ait des avantages à passer par le digital, que le digital t'apporte un plus, si tu veux que ça soit comme un service supplémentaire, ça c'est aussi un truc sur lequel c'est pas le cas pour la plupart des maisons de joaillerie traditionnelles, pour lesquelles le digital est plutôt un pis-aller et assez souvent ils disent non mais venez en boutique, vous aurez plus d'explications, tu vois. Nous c'est pas le cas. Peut-être qu'après aussi, étant donné le prix, les personnes ont envie de profiter 100% de l'expérience client et de se faire shooter en boutique, etc. Bien sûr, mais tu sais, il y aura toujours les deux. Moi, j'ai appris maintenant avec le temps, il faut être agnostique là-dessus. T'as des personnes qui sont hyper contents d'être sur le digital parce que c'est plus des profils qui aiment rentrer dans le détail, aller tout, tu vois, observer de près. Ils vont passer des heures sur tes fiches produits, ils vont tout comparer. Enfin, ils vont aller aussi benchmarker la concurrence, etc. Et parfois, ils peuvent poser quand même des questions sur le chat, etc. Donc ça aussi, ça fonctionne. Il peut y avoir quand même un contact. Mais t'as des personnes qui sont plus à l'aise à l'idée de ne pas rentrer en boutique, notamment dans notre cas, honnêtement, des hommes qui sont pas toujours à l'aise à l'idée de rentrer dans une boutique de joaillerie, et je le comprends. Et puis à l'inverse, t'as des personnes pour lesquelles c'est une fête de rentrer dans une boutique, ils ont envie de se faire kiffer, de passer un super moment. Et donc en fait, moi j'ai pas d'avis, il y a les deux, et donc on essaye de servir les deux. Et dans ton cas, t'auras probablement les deux aussi, en réalité. Mm-hmm. Pour l'instant, nous, notre stratégie, c'est d'être... Alors, déjà, il y a 2 choses. Merci pour ta réponse, déjà. Et donc, première réponse, c'est-à-dire que nous, étant donné qu'on n'est pas vraiment une marque, on est aussi tributaire des informations, des photos, du contenu que nous délivrent les marques avec lesquelles on travaille. Parce qu'en fait, les photos qui sont sur le site, ce sont les photos des marques. Et là, du coup, justement, on est en train de commencer notre campagne de communication. Donc, on est quand même qu'au début. Mais là, justement, on est en train de faire des shootings pour réussir à créer notre propre contenu, réussir à créer vraiment une image, parce que nous, c'est une marketplace, mais c'est vrai qu'on essaie de se créer aussi une image de marque, d'avoir notre propre univers, et du coup, on essaie de créer notre propre contenu pour réussir à rassurer. Enfin, on va faire aussi, là, on est en train de travailler avec une agence qui nous fait des sortes de vidéos format court, où on présente les fondateurs, etc., pour donner, comme tu dis, une sorte de légitimité, montrer que les gens derrière, c'est des vraies personnes. Enfin, voilà, des petites vidéos où on raconte un peu comment on se connaît, d'où on vient, quelle est notre formation, etc. Et puis, je pense que c'est hyper important, je me permets de t'interrompre. Tu vois, typiquement, c'est ce qui a fait des succès de marques comme Vestiaire Collective. J'ai eu il y a pas très longtemps Fanny Moisan là sur le podcast. Pourquoi ? Parce que ils auraient pu se contenter, si tu veux, de juste balancer 150 000 produits et d'être juste curateur. Mais le problème, c'est que déjà, t'as pas beaucoup de barrières à l'entrée. N'importe qui peut faire ça. Donc, en fait, la valeur ajoutée, il faut voir où tu la places. Eux, ils l'ont beaucoup placée, tu sais, sur l'analyse, la lutte contre contrefaçon, l'expertise sur le produit. Vous, en fait, il faut, je pense, pour être honnête, que être, entre guillemets, uniquement une marketplace ne suffit pas, parce que le problème de ça, c'est que t'as pas beaucoup de personnes t'as pas beaucoup de barrières à l'entrée une fois de plus. Alors que si jamais t'arrives à apporter de la valeur ajoutée en plus, par exemple via des contenus supplémentaires, une ADN de marque stylée, ça peut être via d'autres choses, là oui, c'est sûr que les gens, d'une certaine manière, vont être obligés de passer commande chez toi s'ils veulent avoir ces services. Notre valeur ajoutée, effectivement, nous, on ne voulait pas être seulement une marketplace de vêtements éco-responsables parce que, tout simplement, ça existe déjà, même s'il y en a qui fonctionnent très bien et qui sont très connus. Nous, notre valeur ajoutée, elle réside vraiment dans le fait d'avoir ajouté un réseau social, que déjà de réunir du coup des marques qui se ressemblent sur une même plateforme, de devenir la plateforme de destination pour les marques éco-responsables, faire découvrir en fait des petites marques aux gens qui connaissent pas forcément. Aussi sortir des clichés de la mode éco-responsable, montrer qu'il n'y a pas que des vêtements tradis ou des sarouels, etc. Enfin, vraiment montrer qu'il y a des petites marques sympas, faire découvrir des marques pas forcément connues. Et puis après aussi le côté influence rémunérée, c'est-à-dire qu'on a envie, à travers la rémunération de cette influence, de pousser les gens à poster, à se mettre en scène dans les vêtements qu'ils portent, et du coup de devenir les ambassadeurs, en fait, que chaque acheteur soit ambassadeur de la marque sur notre application. Donc ça, je pense que c'est notre valeur ajoutée, c'est ce qui permet aussi de représenter encore plus les vêtements de la même manière que vous, par exemple, sur Gemio, vous avez des fiches produits extrêmement complètes avec, comme tu disais, beaucoup de photos, beaucoup de visuels, de descriptions. Eh bien, je pense que à force, plus il y aura de monde sur l'application, plus il y aura de personnes qui se mettent qui se postent en photo avec les vêtements. Je pense que ça pourra créer un contenu qui
qui rassure. Et puis aussi, notre but, c'est de devenir une source d'inspiration, c'est-à-dire que les Ouais, personnes... totalement. Vous êtes un peu dénicheur. En fait, là, ce que je comprends, c'est que vous vous positionnez un peu comme le dénicheur, pas juste comme une plateforme de distribution, mais plus que ça, il y a une forme de curation, quoi, dans ce que vous faites. Le but, c'est de devenir comme une sorte de mini Pinterest de la mode éco-responsable et en même temps simplifier le processus d'achat, c'est-à-dire qu'on peut acheter directement à partir d'un post ou alors à partir de la marketplace. L'utilisateur est assez polyvalent, il peut acheter ou influencer ou les deux. Mais après, t'es pas forcément fermé au fait qu'un jour vous ayez une boutique. C'est juste qu'au démarrage, c'est plus facile c'est plus facile et ça fait partie de votre ADN de commencer par le digital. Peut-être qu'un jour vous pourrez envisager de faire des pop-up, des choses comme ça, par exemple. Tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer pour la rentrée. Voilà, c'était un peu compliqué avec ce printemps qui n'était pas terrible. Après avoir discuté avec nos marques partenaires, ils disaient que voilà, tout était un peu au ralenti. Surtout le monde du retail se porte pas très bien en ce moment, et notamment dans le prêt-à-porter. Je le dis aux personnes aussi qui nous écoutent, rassurez-vous, si jamais vos chiffres sont dégueulasses, ne vous inquiétez pas, c'est le cas de tout le monde. Je dois dire que je touche du bois, mais nous, en joaillerie, et notamment parce qu'on est en train de se développer beaucoup à l'international, on le subit pas trop, mais j'entends pas mal d'histoires difficiles autour de moi. Donc c'est rassurant et pas rassurant parce que ça veut dire que tout le monde est dans le même bateau, mais en même temps faut essayer de trouver des solutions. Mais le digital du coup est un bon moyen, notamment quand il fait moche et qu'il arrête pas de pleuvoir comme ça en ce moment. Le digital en général a plutôt marche plutôt mieux. Donc je pense que tu as complètement raison. Là où il faut que tu sois vigilante, je pense que le monde de l'influence et le monde et l'affiliation est un super vecteur pour toi. Après, à l'inverse, là où j'attire ton attention, c'est que la publicité sur les réseaux sociaux notamment coûte maintenant beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Parce qu'il y a tellement de marques qui se sont créées, pour être honnête, pendant le Covid, que maintenant, je pense qu'en fait, Meta s'est gavé totalement, et donc ça coûte plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des moyens un peu différents, innovants, de créer du trafic vers son compte, parce que si c'est uniquement de faire une jolie pub avec tes produits et de la diffuser sur Insta, honnêtement ça coûte très très cher. Donc il faut essayer d'être différent, faut émerger, faut apporter un contenu différent, sinon en fait ça va vous coûter très cher et du coup je suis pas persuadée que ça soit rentable pour vous, quoi. Ouais, clairement. C'est vrai qu'on s'est pas mal renseigné là-dessus parce que en discutant avec d'autres entrepreneurs qui ont des business tout à fait différents du nôtre, mais on a eu effectivement ce retour que l'influence était devenue très chère et que ça dépend comment c'est fait effectivement, mais parfois les retours sont pas toujours au rendez-vous. Donc là, disons qu'il y a, de manière générale, pour te donner et pour toutes les personnes qui nous écoutent, te donner un peu un insight là-dessus. Le Covid a été une période plutôt entre guillemets bon plan pour beaucoup de monde parce que beaucoup de grandes marques se sont rétractées, ont arrêté de dépenser, et donc faut quand même imaginer que tout ceci c'est un peu une compétition en réalité. Les prix augmentent quand il y a plus de monde. Et quand il y a personne, ça baisse. Et donc pendant le Covid, les prix ont baissé. Il y a beaucoup de marques qui se sont créées à ce moment-là parce que si les gens étaient chez eux, peut-être avaient plus de temps, étaient en arrêt, donc ne pouvaient plus travailler pour leur emploi, machin. Mais donc il y a eu une surenchère d'entreprises qui s'est créée à ce moment-là, fort bien d'ailleurs. Plein de marques qui se sont créées. Et donc maintenant, si tu veux, on est un peu dans l'excès inverse où t'as les grandes marques qui se sont remis à dépenser en se disant le digital, en fait, ça fonctionne. Et t'as toutes ces petites marques en plus. Donc en fait, maintenant, il y a beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus difficile de gagner des followers, etc. Il y a pas de secret, si tu veux. Entre maintenant et il y a 3 ans, ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres opportunités ailleurs, mais il faut toujours garder ça en tête. Et je te le dis à toi en tant qu'entrepreneur, essaye de penser aussi d'une manière stratégique, c'est-à-dire pas uniquement en faisant ce que tout le monde fait, parce que malheureusement, surtout quand on a peu de moyens, comme c'est ton cas, parce que c'est normal, tu viens de démarrer ta boîte, si tu fais comme tout le monde, en fait, tu vas pas réussir à émerger. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on a pas mal réfléchi à notre stratégie de com, et là on essaie d'être un peu plus, pas que sur les réseaux du coup, et avoir une sorte de stratégie 360 en essayant de tester des concepts différents, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement on a un pop-up qu'on prévoit pour la rentrée. Super. On aimerait bien tester du coup comme vous l'avez fait, un affichage dans le métro. Ouais. Alors c'est pas donné, mais bon. Non, mais pour voir un peu les retours, en fait, pas mettre tout le budget là-dedans, mais effectivement essayer de tester plusieurs choses sans trop s'éparpiller, évidemment, et en gardant une stratégie claire. Mais je pense qu'il faut être sur tous les fronts et pas que sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Disons que moi, je t'invite en tout cas, et toutes les personnes qui nous écoutent, à toujours se poser la question de
où est ma concurrence, et ta concurrence, c'est pas uniquement, tu vois, les gens qui sont exactement dans ton secteur d'activité, mais des gens qui sont globalement qui vendent aux mêmes clients que toi, où est-ce qu'ils diffusent majoritairement, où va leur budget. Et si tu vois qu'il y en a beaucoup et qui sont tous au même endroit, j'ai envie de te dire fuis, parce que ça veut dire que ça coûte très cher. Ça veut dire que ça coûte très cher. Ça veut pas dire que tu vas pas en faire un peu, mais globalement t'es un peu en train de surpayer. Et nous, je te le dis, avec Gemio, on voit bien qu'il y a un impact quand même colossal en termes de dépenses et de coûts, si tu veux, d'acquisition entre il y a 3 ans et maintenant. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait beaucoup. Nous, par exemple, ça fait quelques années maintenant qu'on fait beaucoup de cinéma. Le cinéma n'a pas le vent en poupe parce qu'en fait, on dit que plus personne va au cinéma. Oui, mais du coup, le rapport qualité-prix, il est excellent, si tu veux. Et au final, ça fonctionne très bien pour nous. Donc tu vois, faut toujours essayer de penser un peu à contre-courant, être un peu cyclique, sinon en fait, c'est comme tout, dès que t'es dans un effet de mode, en fait, tu payes l'effet de mode. Ouais, tout à fait. Et du coup, vous avez eu du mal, le coût d'acquisition client, il a augmenté pour vous, c'est ça? Alors, il se trouve qu'on se débrouille. Ce que je veux dire, c'est que si, toute chose égale par ailleurs, il y a beaucoup plus de concurrence maintenant sur les réseaux sociaux qu'il y a 3 ans. Ça s'est monté graduellement, et puis tu sais, ça varie parfois de mois en mois, hein, donc je veux pas être non plus trop tu vois, stéréotypique en mode c'est fini, ça ne marchera plus. Là, il se trouve qu'il y a un peu une récession en ce moment, donc c'est un peu en train de redescendre, mais ce que je veux dire, c'est que globalement il faut regarder ça de près, parce que tu t'en rends compte en regardant tes résultats, en regardant juste l'impression de visibilité que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Il y a des périodes où franchement tu dépenses plein d'argent et en fait ça disparaît littéralement dans la nature, t'as l'impression d'avoir dépensé mais en fait ça ne sert à rien, et à l'inverse il y a des périodes où tu dépenses pas tant que ça et franchement c'est très visible. Donc c'est ces trucs là sur lesquels il faut surfer et apprendre en tant qu'entrepreneur à s'adapter. Ok. Et du coup, juste je rebondis sur cette histoire de cinéma. Quand tu dis des pubs cinéma, c'est-à-dire dans une salle de cinéma avant les films? Ah oui, avant les films, on on en est à la 3e fois. Et puis là, pour tout te dire, en juin, on va en avoir encore une. Je t'invite à aller voir Le Comte de Monte-Cristo. Très beau film, J'ai très envie d'aller certainement. Et voilà, tu verras, va dans un UGC, puisqu'on est en partenariat avec UGC. Et comme ça, tu verras notre pub. Mais oui, tu vois, nous, typiquement, d'un point de vue stratégique, on a opté pour le cinéma, qui est un super média, hyper qualitatif, parce que t'es quand même dans une salle où tu vois un truc en écran géant, avec le son Dolby, etc. C'est extrêmement visuel. Et finalement, je te dis pas que ça coûte rien, mais disons qu'à l'heure actuelle, comme c'est pas un média qui est très prisé parce que, pour plein de raisons, ils ont eu quand même les histoires de puces de lit, là, ou je sais pas quoi, il y a plusieurs choses qui font que le cinéma s'en est pris un peu plein la figure. Et donc en réalité a plutôt un bon rapport effet-prix, ce qui nous permet, si tu veux, de faire des super campagnes à des prix qui sont hyper intéressants. Alors qu'à l'inverse, tu peux avoir des trucs qui sont à la mode. Je dis n'importe quoi, typiquement les réseaux sociaux en ce moment, voilà, où là ça va coûter beaucoup plus cher, si tu veux, on va dire par rapport à l'impact que ça génère. Donc à toi de réfléchir, il faut avoir une créa ensuite qui soit adaptée, tu vois, mais disons que je t'invite en tout cas, et jamais toutes les personnes qui nous écoutent, à réfléchir toujours stratégiquement à sa communication. En communication, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a jamais de vérité intangible et unique. En fait, ça change tout le temps. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il faut en permanence se réinventer parce que le marché, il évolue, mais il évolue vite en plus. Et donc toi, ton rôle d'entrepreneur, c'est d'avoir ce nez, de sentir en permanence quelles sont les opportunités, de les flairer, et quand tu les as flairées, de foncer dessus. Okay. Bon, si ça te va, je te propose que ça soit le mot de la fin et par contre qu'on redirige vers tes réseaux sociaux quand même et puis ton site pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller en savoir plus. Alors dis-moi, où est-ce qu'on vous retrouve ? Avec plaisir. Alors notre site, c'est un site plutôt B2B, destiné aux marques, donc n'y allez pas. C'est jamais. Non mais je rigole, allez-y, vous pouvez toujours avoir des informations. Mais sinon, sur notre compte Instagram, c'est cousu.fr. Ouais. Et sinon, téléchargez notre application sur l'App Store, c'est Cousu, C-O-O-Z-U. Trop sympa. Éléonore, je te remercie pour ton temps. Et puis, bonne chance dans cette période, mais je suis sûre que si tu t'adaptes et si jamais tu réfléchis plus en stratège, et je suis persuadée que tu vas très bien t'en sortir. Merci beaucoup, Pauline.